Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte RH qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Ce n'est plus un secret, les entreprises peinent à recruter. Pas un seul jour ne passe sans que l'on entende une entreprise nous dire qu'elle ne trouve plus de salariés à embaucher, tout secteur confondu. Ce mismatching entre l'offre et la demande n'a de cesse de s'accélérer depuis la crise. La France du travail, c'est seulement 39% de la population totale. Malgré un chômage en baisse, les viviers de main-d'œuvre disponibles sont restreints dans de nombreux secteurs. Des difficultés dues d'une part à des emplois dévalorisés, à la dégradation des conditions de travail, facteur de démotivation de ces nouvelles générations en quête de sens, et d'autre part, en raison d'emplois faiblement pourvus, faute de formations adaptées. Pour approfondir le sujet aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir Estelle Sauva. Bonjour Estelle. Bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Estelle, tu es directrice générale du groupe Alpha depuis 2 ans maintenant. Le groupe Alpha, qui fêtera, je crois, ses 40 ans l'année prochaine, est un cabinet d'audit, d'expertise et de conseil qui accompagne les entreprises et les acteurs publics sur des thématiques économiques, sociales et environnementales, donc au plus près des territoires. Le groupe Alpha, c'est 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, 900 salariés, et vous accompagnez pas moins de 15 000 personnes par an. Estelle, tu as également été haut-commissaire à la transformation des compétences auprès de Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Tu as conçu le déploiement national, le PIC, plan d'investissement dans les compétences, qui pèse quand même 15 milliards d'euros, et accompagné la mise en place du CPF, compte professionnel de formation. Donc Estelle, on se connaît depuis une dizaine d'années par l'intermédiaire de Gauthier, donc le fondateur d'Hippolyte RH. Si je devais te décrire, je dirais que tu es une femme de tête, une femme de pouvoir. Je vais quand même le rappeler, tu es mère de famille, tu as 2 enfants, 2 garçons. Mais ce qui m'a toujours fascinée chez toi, c'est ton énergie. À l'heure où on parle de l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, comment fais-tu pour être sur tous les fronts ? Donne-moi ta recette. Je ne sais pas s'il y a des recettes. Je pense qu'il faut manger ou croquer la vie à pleines dents et elle se passe à chaque seconde, ne pas en perdre une. Et je pense que là où on est, à l'instant où on est, il faut le vivre pleinement. Alors quand je suis avec mes enfants, avec ma famille, je le vis avec la même énergie que celle que je donne au travail et vice-versa. Et je crois que ça, c'est une des recettes pour la bonne santé mentale, pour la bonne santé physique. Et puis après, le reste, c'est de laisser toutes les tâches qui sont d'intérêt secondaire, on va dire, tant que faire se peut, à une organisation équilibrée dans la famille, de façon à ce que madame ne fasse pas tout. Et ça participe aussi de mon bonheur. Très bien, très bien. Je vais m'en inspirer alors. Donc, si on revient sur ton parcours professionnel, Estelle, tu as consacré ta vie professionnelle à des enjeux d'accompagnement, de reconversion et de recrutement. Pendant ces 25 années, donc dans le monde du DRH, tu as été et tu es au cœur des sujets, au plus près des entreprises. Ces mêmes entreprises qui sont aujourd'hui confrontées à la difficulté croissante d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Quel regard tu portes sur cette crise ? Bien, c'est une crise, je pense, une crise des talents qui finalement est une bonne ou belle leçon pour chacun d'entre nous, employeurs que nous sommes, qui devons finalement prendre conscience que les ressources, nos ressources, les hommes et les femmes qui constituent l'entreprise sont des éléments clés de l'organisation. Et donc aujourd'hui, à un moment où finalement on manque cruellement de ces ressources parce que certaines ne reviennent pas dans nos entreprises, parce que certains ont une quête encore plus forte de l'équilibre qui est recherché entre la vie professionnelle et justement la vie personnelle, eh bien c'est presque une remise en question, une remise en cause, j'ai envie de dire, une décennie plus tard, après cette décennie de crise qui a succédé au subprime, c'est-à-dire 2008. N'oublions pas qu'il y a plus de 10 ans, c'était l'inverse qui se produisait. Il fallait trouver un devenir professionnel à des gens qui n'avaient plus leur place dans les entreprises, pour certaines d'entre elles. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est balle au centre. Et balle au centre, ça oblige les uns et les autres à se reposer la question du travail, du travail qu'on souhaite, de la façon d'offrir du travail de qualité à nos salariés. Alors justement, quand tu étais à la tête de Sodi, un cabinet dans le secteur des transformations et reconversions professionnelles, tu as pu observer de plus près le comportement de ces personnes en situation de transition.
Quel constat as-tu fait à ce moment-là? Le premier constat que j'ai fait, c'est que nous avons une organisation de nos politiques publiques qui prenons bien trop tard en charge les uns et les autres, les demandeurs d'emploi notamment, mais avant d'être demandeurs d'emploi, ils sont des salariés, donc c'est les mêmes, c'est monsieur et madame, tout le monde, ça pourrait être moi. Et donc, quelque part, j'ai considéré que, l'observation que nous pouvions en faire à ce moment-là, on gérait à ce moment-là plus de 50 000 personnes par an en prise en charge individuelle ou collective, c'est beaucoup. En réalité, et c'est suffisant pour avoir des analyses statistiques larges sur ce qui se passe, quels sont les comportements qu'on peut observer. Donc, je me suis efforcée, en tout cas, tant que faire se peut, d'analyser tous ces sujets assez finement. Et donc, le premier, c'est d'abord la prise en charge trop tardive. Pourquoi ? Parce que ça crée les conditions d'un isolement social, d'un isolement vis-à-vis des autres, de la perte de confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe assez souvent. Donc, je pense que le premier sujet, c'est évidemment de se donner les moyens de prendre en charge quelqu'un au plus vite, au moment où il a l'expression de j'ai perdu mon travail et ça va pas. Et ça va pas pourquoi ? Et ça va pas parce qu'il y a plein de raisons qui vous amènent à être dans cette situation. Et d'une certaine façon, il faut redonner des options, des opportunités, des occurrences, il faut en créer par milliers, de façon à créer les conditions de la confiance permanente. Donc ça, c'est le premier point, à mon avis, qui est essentiel. La deuxième observation, c'est d'une certaine façon vérifier ou s'assurer qu'il n'y ait pas un affaissement des compétences. Pendant cette période d'isolement, d'éloignement, voire de recherche d'emploi, eh bien, d'une certaine façon, vos compétences, elles peuvent s'affaisser, c'est-à-dire, voire même, parce que vous avez perdu confiance en vous, être moins au goût du jour, ou alors ne pas être au goût du jour parce que l'entreprise va bien plus vite et se transforme trop vite. Et donc, toute la question, c'est de se former. Or, plus d'une personne sur deux, quand il perd son emploi, a envie de changer de métier. Oui. Et donc, à partir du moment où vous voulez changer de métier, ça suppose de se réengager dans un parcours de formation. Et là, il y a plein d'obstacles. Un parcours du combattant, parce que se réengager dans une formation, ça supposait, en tout cas à l'époque, avant qu'on fasse la réforme, d'avoir un nombre d'heures disponibles, que ces heures soient disponibles dans des administrations spécialisées, ce qu'on appelait encore les OPCA à l'époque, etc., à condition qu'elles aient encore du budget. Alors ça tombait bien si vous étiez sur le premier semestre, mais si vous arriviez au deuxième semestre et que les caisses étaient déjà vides, votre espoir d'avoir une formation, pas de bol. Alors l'égalité à la recherche d'emploi, vous voyez, elle n'est pas tout à fait, à mon avis, ce qui correspond à un monde idéal. Donc tout l'enjeu, évidemment, ça a été, de notre observation, en tout cas, de trouver les conditions, de faciliter, en tout cas, l'accès à la formation et que ça devienne un réflexe pour tous. Finalement, c'était décourageant, en fait. On baissait vite les bras à l'idée de s'engager dans une... plein de raisons. Vous engager dans une formation. D'abord, ça suppose d'avoir envie de revenir sur les bancs de l'école. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Plus vous êtes éloigné de l'emploi, plus vous êtes peu qualifié, plus vous avez généralement quitté l'école parce que vous l'aimiez pas. Donc y retourner, c'est pas quelque chose de spontané. Et donc recréer les conditions de cette spontanéité, ça suppose tout un travail d'accompagnement en amont, de conviction, et c'est toujours plus facile quand le climat général est favorable à ça, c'est-à-dire que le dispositif qui permet de retourner en formation vous aide à le faire, que c'est quelque chose qui finalement qui concerne un peu monsieur tout le monde et pas vous uniquement parce que on vous considérait comme le déclassé, entre guillemets. Oui. Donc voilà, donc en tout cas, se donner des conditions favorables et remettre tout ça en situation positive, c'est absolument clé pour ramener les gens sur les bancs de l'école. Ensuite, il y a bancs de l'école et bancs de l'école. Il y a bancs de l'école pour faire un bas de CV, ce que j'appelle les compétences, on va dire, de type apprendre l'anglais ou passer un permis de conduire. Ça, ce sont en fait aujourd'hui, entre guillemets, des indispensables pour évoluer dans le monde du travail et pour dialoguer dans le monde du travail, se déplacer dans ce monde du travail. Ça ne fait pas les compétences génériques, ça ne fait pas les compétences spécifiques. Et ça ne fait pas non plus ce que vous êtes, c'est-à-dire apprendre à mieux vous connaître, ce que j'ai appelé, bien après évidemment, la prise en compte de tout ce que sont les soft skills comme enjeux essentiels, pour les mettre en avant, pour les comprendre, pour les décrypter et savoir les valoriser dans le monde de l'entreprise, parce que ça fait la moitié du chemin vis-à-vis de l'employeur.
Et du côté de l'employeur, eh bien, on le sait bien, rechercher des diplômes, on n'est plus à l'ère du diplôme, on est à l'ère de la compétence et donc ça suppose d'aller chercher les bons hommes pour les mettre au bon endroit et donc ça nous oblige à changer de mindset. D'accord. Donc, en fait, c'était tout l'objet aussi de la réflexion en 2017, hein, quand tu as co-dirigé avec Bertrand Martineau le rapport Un capital emploi formation pour tous à l'Institut Montaigne. Donc, c'était précurseur du CPF. En quoi la réforme a-t-elle servi? Parce qu'après, donc, en 2017, tu as commencé par le rapport et puis ensuite, tu as été nommé au commissaire. Comment tout ça a finalement été une succession en fait de réflexions qui t'ont amené ensuite à mettre en place le PIC finalement et puis le CPF? L'histoire se joue en plusieurs actes. L'acte 1, c'est qu'il y a ce qui ne sont pas encore des ordonnances, c'est-à-dire un rapport Combrexel qui va mener jusqu'à la loi El Khomri. Et à ce moment-là, émerge l'idée d'un nouveau compte personnel d'activité, le fameux CPA, que le président précédent voulait porter, M. François Hollande. Bon, je regarde ça avec beaucoup d'attention et je vois arriver les comptes pénibilité, le CPF, alors que le CPF n'a toujours pas finalement émergé. Il y a 150 heures et je considère que, alors même qu'on n'arrive pas à atteindre les 150 heures, c'est-à-dire à les obtenir, Oui. et que les personnes qui sont dans les entreprises les plus fragilisées, et notamment les TPE, PME, sont ceux qui ont le moins de moyens pour accéder à la formation, j'observe avec beaucoup de facilité, enfin n'importe qui aurait pu le faire, qu'on ne s'est toujours pas donné les moyens de permettre aux uns et aux autres de se doter des bonnes armes pour pouvoir construire son devenir professionnel. Et à ce moment-là, c'est aussi cette superbe musique qui court à peu près sur toutes les ondes, sur toutes les chaînes, tous y vont de leur belle tonalité en expliquant qu'il faut devenir acteur de votre devenir professionnel. Très joliment dit, mais bien difficile à atteindre quand le mot acteur suppose que vous êtes acteur de votre propre vie sans avoir les moyens de conduire le véhicule. Donc moi, je suis quelqu'un qui a appris sur le terrain, à observer et à trouver des solutions à des gens, à travers aussi mes équipes. Je suis directrice générale, donc j'avais évidemment beaucoup de consultants, beaucoup d'équipes qui m'aidaient à faire tout ce travail complexe auprès de chaque personne. Et donc là, on s'est dit, bon, il y a quand même quelque chose qu'il faut dépasser. Après la séquence de cette séquence, je me suis autorisée à écrire une petite note qui est passée à France Stratégie. Elle a été saisie par Bertrand Martineau quelques semaines plus tard. Et elle a amené à ce rapport qui nous amènera jusqu'à l'Institut Montaigne. Cette petite note, elle disait quoi? Elle disait qu'il était déterminant d'appeler à la co-responsabilité financière en matière de formation professionnelle pour faire en sorte que la question de devenir acteur de la formation, c'est pas l'affaire de l'autre, c'est l'affaire de chacun, pour soi. D'abord, c'est le fait de se dire, il n'y a pas de gratuité en matière de formation, il y a un besoin de se doter de la formation qu'on veut, qu'elle soit suffisamment qualitative et à la hauteur, en tout cas, des exigences de l'entreprise que je veux rejoindre, celle qui se transforme. Donc il y a la question de, je veux le faire, je suis volontaire à le faire, je suis une personne qui a perdu mon travail ou est dans l'entreprise et à minima se met en situation de monter sur la marche. Vous voyez, ça c'est un cheminement absolument essentiel. La deuxième motivation, c'était de dire il faut sortir du cadre, entre guillemets, espéré, c'est-à-dire des heures potentielles qui ne sont rattachées à rien, sauf à quelque chose d'absolument virtuel, pour passer à des euros qu'on met entre les mains des gens. Et à partir du moment où on passe à la monétisation, c'est-à-dire un compte personnel de formation, parce qu'à l'époque, on a nommé avec Bertrand Martineau le capital emploi formation, eh bien, ça, vous changez de logique. À partir du moment où on vous équipe pour choisir, à ce moment-là, vous augmentez votre niveau d'exigence vis-à-vis des opérateurs de formation. Et face à vous, vous avez donc des acteurs de la formation et un besoin de mettre en visibilité, là ça on va dire que c'est les institutions, les acteurs, les entreprises, le besoin potentiel en formation. Et donc à partir du moment où vous allumez des lumières un peu partout pour dire ce sont plutôt ces métiers-là qui vont recruter demain, ou ce sont ces métiers du geste dont on a besoin demain et qui sont un peu délaissés alors qu'on en cherche cruellement partout. Et c'est aussi un peu ces natures d'activités professionnelles qui vont émerger entre 5 ans et 10 ans. Tout ça, ça donne des éclairages qui permettent aux uns et aux autres de mieux se préparer à l'avenir et donc, quelque part, de monter dans le train
des transformations qui sont à l'œuvre. La data, il joue pour beaucoup. Pour moi, je pense qu'on a aujourd'hui largement et suffisamment d'outils pour observer ce que sont les dynamiques à l'œuvre dans les entreprises, les tendances que j'ai appelées les signaux forts à l'époque, les signaux faibles, les tendances fortes, les tendances faibles, qui s'observent. Et ça, on peut le voir à l'échelle d'une entreprise, d'un territoire, d'une organisation, à l'échelle mondiale, à l'échelle territoriale, à l'échelle locale. Donc, c'est quelque chose qui est accessible à condition de s'en donner les moyens. Tout ça a guidé chez moi l'idée qu'il fallait se donner largement plus de moyens pour accompagner les transformations à l'œuvre. Et l'observation que j'en avais, c'est que, évidemment, en travaillant dans les restructurations sociales, les réorganisations d'entreprises, vous savez, dans ces contextes-là, vous êtes tous les jours à l'épreuve de la réalité, celle que vous observez dans les entreprises, dans des entreprises qui peuvent être dans le secteur industriel et qui vont défaire des chaînes de production pour passer sur des nouvelles technologies. Oui. Et qui donc, en passant sur des nouvelles technologies, quand vous avez X centaines de personnes qui travaillent sur une chaîne de production et que vous savez qu'il en restera à peine un tiers et que ce seront que ceux qui seront capables de se former en tant que technicien de maintenance, eh bien la question c'est de savoir ce qu'on fait du devenir des deux autres tiers. Et ça c'est absolument essentiel. Donc il faut qu'on joue l'égalité des chances à la possibilité de monter ou de rester dans l'organisation clé, ou alors de se donner les moyens en tout cas de se former pour d'autres entreprises. Autre sujet, quand vous financez des formations, généralement, à l'époque, on les finançait que pour des bilans de compétences ou des formations clés, mais rarement lorsqu'un salarié partait, sauf en situation de restructuration. Ce qui fait que beaucoup de gens partent aussi dans des cadres juridiques qui sont autres, ne serait-ce que la rupture conventionnelle, qui fait légion, le motif personnel, qui est le motif principal de séparation dans l'entreprise. En tout cas, c'était le cas en 2017. Je n'ai pas rafraîchi mes chiffres depuis. Mais je pense que la rupture conventionnelle individuelle continue de faire légion en France. Eh bien, vous ne partez pas non plus avec une formation. Ce qui fait que les gens sont contents de toucher un peu d'argent à leur départ. Ils se séparent. Et puis, finalement, ils rentrent vite dans le monde obscur. Ce que j'appelle le monde obscur, c'est que vous vous décrochez du monde de l'entreprise. Et puis, vous êtes de plus en plus éloigné si vous ne vous raccrochez pas très vite. Et puis, cet éloignement crée les conditions, ce que j'ai appelé tout à l'heure, des classements sociaux aussi, d'abord par l'affaissement de vos compétences. Et pour ceux qui ont le plus faible niveau de compétences, c'est-à-dire qui ont été tardifs, enfin qui sont restés très peu à l'école dans l'enseignement initial, eh bien leur chance d'accès à l'entreprise et d'accéder à l'ensemble de ces fonctions est plus compliquée. D'abord parce que les personnes pas ou peu qualifiées sont plutôt exclues de cette partie. Et surtout, cette partie se joue avec d'autres transformations, digitales d'abord, le numérique, aujourd'hui les questions environnementales, sans compter les niveaux de compétences qui sont de plus en plus élevés par des demandes de diplômes toujours plus exigeantes dans le monde de l'entreprise. Tout ça, en fait, s'auto-nourrit entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Il m'a semblé donc utile, juste pour terminer là-dessus, en tout cas de proposer des cartes du jeu un peu différentes et de les initier à minima. Je ne savais pas si elles seraient entendues. Avec Bertrand, on a eu un peu de chance à ce que notre rapport soit lu et écouté avec intérêt. Il l'a été, il ouvrait la voie d'un capital emploi-formation, c'est-à-dire du CPF monétisé. On était en janvier 2017, en pleine campagne électorale, mais il y avait plusieurs acteurs qui auraient pu, en tout cas présidentiables, qui auraient pu s'en emparer. C'était en tout cas l'esprit. Donc on l'a écrit de façon libre et totalement neutre. La deuxième volonté, c'était de repenser l'organisation bureaucratique et l'organisation administrative sur ces sujets. Ça a amené évidemment aux réflexions entre OPCA et OPCO et à tout ce champ organisationnel, mais c'était surtout aussi repenser les formats pédagogiques, les contenus pédagogiques, c'est-à-dire de sortir du modèle académique classique pour aller vers des modes de formation qui incluent beaucoup plus l'apprentissage, la formation en situation de travail, tout ce que deviendront en tout cas ces formats nouveaux, des modes de formation inversés. Vous apprenez d'abord dans l'entreprise avant d'aller sur le schéma théorique. D'aller évidemment vers la digitalisation tranquille, c'est-à-dire par des modes virtuels, par des modes d'apprentissage qui mixent autant le présentiel que le distanciel. Et le fruit de tout ça, c'est que ça a été embarqué par le président Emmanuel Macron comme un des leviers forts du mandat de 2017. J'ai donc rejoint les équipes de Muriel Pénicaud en tant que haut-commissaire
avec un rattachement ministère du Travail et en même temps un relais au niveau du grand plan d'investissement, puisque ça représentait un investissement de 15 milliards. 15 milliards, ouais. Mon rapport avec Bertrand en appelait à 6,6 milliards par an de construction complémentaire avec un maintien de mutualisation partielle de la formation. Donc, c'est des sujets qui n'ont pas forcément été non plus retenus dans le cadre de la loi. Donc le rapport propose un certain nombre de choses et en même temps, un certain nombre d'autres ne feront pas partie du paysage actuel. Donc je suis très fière en tout cas de savoir que le CPF a été une transformation en profondeur, un agent transformant et pour les acteurs et pour les individus. Et c'est complété à ça, bien sûr, la construction du PIC, dont vous voudrez peut-être quelques détails. En fait, qu'est-ce qui finalement était le plus urgent avec le PIC? C'était de définir le public cible, d'apporter une réponse, mais qui soit spécifique à chaque problématique, ou de faire quelque chose de finalement un projet, de mener un projet plus général? D'abord, il fallait qu'il soit congruent avec le reste de la réforme, c'est-à-dire les enjeux d'apprentissage et le compte personnel de formation. 2, c'était la première fois qu'on allait investir 15 milliards en Europe sur un seul pays en matière d'investissement dans les compétences. Donc c'était plus qu'un signal fort, c'était une volonté de changer de cadre d'intervention. Oui, profondément, quoi. Profondément. Vraiment... 3, il était déterminant à partir du moment où on allait s'attaquer à la formation d'1 million de jeunes et d'1 million de personnes en situation de faible qualification, de s'assurer d'abord qu'on atteint notre cible et que ces 15 milliards profitent exclusivement et prioritairement à la formation et pas à d'autres objets. Vous savez, en politique, alors ça c'était un peu ma marotte, c'est en politique, 1 euro font plusieurs euros, donc quand vous venez de la sphère privée, vous êtes dirigeant, vous avez une seule chose en tête, c'est vous fixer un cap et faire en sorte que ce cap soit atteint. Je dirais coûte que coûte. Et donc, ce qui a évidemment animé mon action avec ma petite équipe, le Haut-Commissariat à l'époque, c'était une petite équipe, ça s'est largement élargi compte tenu le nombre de programmes, c'était aussi de répondre et de viser toutes les cibles attendues. Et en réalité, la première cible attendue, c'est que former un jeune ou une personne pas ou peu qualifiée, ça suppose de construire un parcours de formation. Pourquoi ? Parce que d'abord, souvent, vous avez des obstacles à l'entrée. Que ce soit la langue, que ce soit les chiffres, que ce soit le comportement, que ce soit le digital. Donc il fallait pouvoir évaluer la distance à ces sujets, s'assurer de former sur ces quelques thématiques en amont, donc travailler au savoir de base, s'assurer par le PIX notamment, on a beaucoup promu le PIX, c'est de mesurer la distance au numérique pour s'assurer déjà que la formation que vous donnez, elle remplit au moins ses objectifs de base, avant d'aller chercher la formation complémentaire. Le deuxième obstacle, c'est que la très grande majorité de ces jeunes ou de ces personnes pas ou peu qualifiées, ça fait bien longtemps qu'ils ont oublié votre adresse. Celle de l'État, celle de l'organisation des missions locales ou de Pôle emploi. Donc toute la question pour nous, c'est de réfléchir à des méthodes, de nudge, d'intelligence un peu cognitive pour voir comment on allait les approcher, les faire rechercher et les amener jusqu'à nous, ce qu'on a appelé, ce qu'on a nommé dans notre dispositif du Haut-Commissariat, les invisibles. Et donc, aller chercher ces invisibles, c'est ceux qui, forcément, sont invisibles et en plus, n'ont pas franchement envie que vous les rameniez à eux. Donc, il faut les convaincre. Et les convaincre, vous n'allez pas les convaincre en leur disant « dites-moi, une petite formation de chaudronnier, ça ne te dirait pas ?» Bon, très sincèrement, c'est pas comme ça que vous allez l'attirer, votre jeune. Il va avoir envie que vous lui vendiez quelque chose d'un peu plus stimulant. Et donc, on est allé chercher des formats pédagogiques complémentaires qui permettaient de recréer, en tout cas, toutes les conditions pour les arrimer à nous. Pour qu'ils raccrochent les wagons. Pour qu'ils raccrochent les wagons. Du et donc, par la voie des schémas culturels, le sport, l'art. Et c'est comme ça, d'ailleurs, je me rappelle très bien, j'avais dit, sur un programme comme ça d'innovation avec des lauréats où on aura des acteurs de la formation qui nous apporteront des schémas pédagogiques complémentaires, que ce soit au niveau national ou avec les régions, ça supposera évidemment que ce soit extrêmement stimulant. Et donc là, il est né des milliers de programmes avec des acteurs très intéressants qui ont permis d'être beaucoup plus inventifs dans la façon d'aller chercher toute cette population pour la ramener à nous. C'est passé par des acteurs publics, des acteurs privés. Et donc, ma deuxième volonté, c'était de nous assurer, avec l'équipe du Haut-Commissariat, qu'évidemment,
on ferait pas des Highlanders de la formation d'un côté, vous voyez, Oui. des big GAFAM internalisés, enfin Oui, oui. français, et puis plein de petits acteurs de la formation qui ont décroché. On savait très bien que la formation est au cœur des territoires, que les organismes de formation, vous ne vous dépassez pas à 200 ou à 400 kilomètres pour vous former. Oui. Donc ça supposait aussi que tous ces acteurs commencent à changer aussi de cadre d'intervention et qu'ils modernisent leurs outils, qu'ils modernisent leur façon de délivrer du savoir pour sortir, en tout cas pour être beaucoup plus volontariste. Et donc c'est toute cette approche qui a gouverné en tout cas l'action du plan d'investissement dans les compétences, en la construisant ensuite par programme d'intervention, bien Mhm. sûr. C'est un modèle programmatique. 15 milliards, ce n'était pas une somme tout à fait neutre. Ça supposait de répartir ce qui allait pour les jeunes et pour les différents publics qu'on recherchait, également pour des publics réfugiés, pour des jeunes en situation de grande difficulté, mais également pour des jeunes ou moins jeunes qui pouvaient rejoindre assez rapidement l'entreprise en fonction des besoins métiers, ce qu'on a des préparations opérationnelles à l'emploi, qui n'exigeaient pas de partir sur des formats longs. Et donc on a rendu au lieu de faire un seul programme comme le plan 500 000 unique, on a augmenté significativement le nombre d'heures de formation. On a augmenté significativement le financement individuel entre le plan de 500 000 et le plan d'investissement dans les compétences, passant d'une moyenne de 2 500 € à 8 500 € d'investissement individuel, ce qui est significativement différent. Mais au lieu dans ces 8 500 € d'en faire un ticket pour chacun, on a fait un parcours de formation pour qu'on individualise au mieux les besoins pour chacun et chacune de ces personnes prises en charge dans le cadre du plan. Le dernier volet, c'est vous arrivez en 2017 et vous voulez tout ça. C'est une belle intention, c'est complexe parce qu'il va y avoir beaucoup de programmes. Ça demande à être évalué, ça demande des comitologies un peu spécifiques pour s'assurer que évidemment tout ça est mis sous contrôle, organisé, que les acteurs embarquent avec vous, que les acteurs ne réduisent pas également leur investissement dès lors parce qu'ils ont aussi des engagements de formation habituels, donc que ce plan soit bien un plan additionnel et pas un plan qui se substitue à ce qu'on aurait fait habituellement, mais surtout que les acteurs se transforment. Et ça, la transformation, c'est long. Probablement que moi, j'ai souffert un peu de quelques points de désaccord avec ceux qui m'entouraient immédiatement, notamment le champ ministériel, parce qu'on veut tout de suite et que la formation, ça répond à des temps longs, à des cahiers des charges, au besoin de demander aux acteurs de leur expliquer ce qu'ils vont faire, qu'ils se transforment. Et ça, c'est un processus un peu plus long. Je suis ravie aujourd'hui, au bout de 5 ans, qu'on se dise le plan a fonctionné. Oui, c'est ça la question que j'allais te poser. C'est aujourd'hui sur le terrain, concrètement, comment ça se passe ? Est-ce que c'est facile à appliquer ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Est-ce que tout ça, est-ce que c'est bien dans les rouages ? Est-ce que c'est bien intégré aussi ? Tu parlais tout à l'heure des différents acteurs qui doivent s'unir autour de ça, de l'importance de faire du collectif là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le cas ou est-ce qu'on a encore beaucoup de travail à faire là-dessus ? Il y a 5 ans, on me disait ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite, va plus vite, va plus vite. Et en même temps, parce que tout le monde voyait les euros, je pouvais comprendre. Ouais. Mais vouloir respecter les marchés publics, aller dans un cadre d'intervention qui permette de diffuser le plan, ça demandait un peu de temps, ça demandait de l'organisation. Et effectivement, les premiers mois m'ont obligée à prendre en compte toutes ces dynamiques, sans compter toute la stratégie court-moyen terme qu'allait imposer la loi, avec un agent transformant majeur qu'allait être le compte personnel de formation. Donc, dit autrement, les 2 premières années allaient être clés. Le rapport de la Cour des comptes, assez récent d'ailleurs, à mi-évaluation du PIC, est plutôt très positif sur, et c'est rare pour un rapport de cette nature, sur le déploiement du plan d'investissement dans les compétences, tant sur la méthodologie choisie, sur l'horizontalité souhaitée à travers la mise en fonctionnement d'écosystèmes d'acteurs. Et ça, c'est une pratique très, très différente de ce qui s'est joué dans le plan 500 000, qui était mainstream unique en matière de formation, un seul programme pour tout le monde. Enfin, ce n'est pas du tout des modèles applicables. 3, je pense que la question des temps longs a finalement été comprise dans la durée et ça a permis aux acteurs de se mettre en mouvement. Je pense que quelque chose qui a été ingénieux pour l'équipe du Haut-Commissariat et pour ceux qui m'ont succédé, qui ont repris tout ce plan dans la durée et que je salue par ce message aussi, parce que l'effort, ça a été des relais, des flambeaux entre nous qu'on s'est passé. Il y a 2 choses que je salue. D'abord, le fait qu'on ait ouvert des appels d'offres à
avec plusieurs tirages. Dit autrement, des appels à projets qui permettaient aux acteurs de voir qu'un grand projet allait sortir, qu'il était pluriannuel, et que donc, d'un coup, le fait de ne pas jouer la première année vous empêchait pas de jouer au tour suivant, et ainsi de suite. Ça a permis de mettre les acteurs en mouvement, Mhm. qu'ils s'y préparent, et vous évitez l'effet urgence d'un grand appel d'offres, où tous les acteurs viennent, se présentent, tout le monde est au même tourniquet, et puis finalement, vous n'en gardez que 3 et vous avez éliminé tous les autres. Là, on a complètement changé le modèle de façon à embarquer le maximum d'acteurs, faire en sorte que les acteurs se mettent en mouvement, qu'ils embarquent le jeu de la transformation et qu'ils eux-mêmes aussi profitent de ce circuit par l'apprentissage des uns et des autres entre eux. C'est devenu aujourd'hui le dernier fait d'armes et définum qui est porté actuellement par la haut-commissaire Karine Seller et qui est finalement la traduction déjà d'intentions initiales il y a 5 ans. Donc moi, je m'en félicite parce que ça veut dire que les programmes dans la durée se sont installés, les acteurs ont embarqué, et puis bien sûr, au-delà du pic, eh bien, ils ont aussi compris qu'il y avait urgence à le faire parce que derrière ça, il y avait une petite épée Damoclès, elle s'appelle le compte personnel de formation, Mhm. monétisé, et que si vous êtes acteur de formation et que vous ne jouez pas cette partie, bah là, vous avez le risque d'être hors jeu. Donc tous ont embarqué aussi cette transformation, alors avec plus ou moins de bonheur, mais moi je pense majoritairement plutôt des virages Positif. Ouais. positifs. Ensuite, est-ce que ça a profité aux gens? C'est ça la question de Oui. fond, c'est est-ce que les uns et les autres se sont emparés du sujet? Et là aussi, le retour est extrêmement positif. Le rapport en fait encore état. Alors, on n'a pas encore le rapport définitif du pic, qui Mhm. viendra, je pense, dans quelques mois. Toutes les évaluations sont en cours. Mais en tout cas, les schémas d'intervention, d'apprentissage, de changement de formation, d'intégration de modes ludiques également dans les Mhm. parcours, euh, et puis, euh, et puis d'intégration de schémas d'efficacité à la sortie par la recherche d'un emploi intégré, d'intégration de temps d'accompagnement dans les parcours de formation, sont autant de choses qui ont profité efficacement aux gens. Donc, vous savez, quand vous partez sur les bancs d'école et que vous vous formez, ça ne vous donne pas plus envie que ça. Mais une fois que vous y passez, vous retenez plusieurs choses. D'abord, souvent, vous êtes fait de nouveaux copains. Mhm. C'est la première chose Oui. qu'on apprend en formation, c'est que vous pouvez avoir un nouveau collectif autour de vous. Et s'enrichir de ça. Donc, ça vous fait du bien au moral. Mhm. Deux, qu'au-delà de ce collectif, vous vous êtes enrichi, mais vous vous êtes enrichi aussi à travers les contenus pédagogiques. Mhm. Et que si ces contenus pédagogiques sont variés, vous vous lassez moins vite d'être assis sur le banc d'école, ça vous rappelle moins à votre jeunesse. Ouais. Vous voyez, vous... Surtout pour des personnes qui ont plus tendance à décrocher déjà à ces moments-là. Et 3, si vous êtes rapidement intégré au monde de l'entreprise, rapidement en connexion avec celle-là, et que vous comprenez qu'en plus, à la clé, vous avez quelque chose qui vous attend, eh bien, vous ne voyez plus du tout la formation de la même façon. Mhm. Donc, je pense que, évidemment, on s'est attaqué à des publics en situation de difficulté pour une grande partie, mais également aux jeunes. Il y a des choses qui ont joué, il y a eu des mal-donnes dans cette séquence et qui ont ralenti le plan significativement, à commencer par évidemment la crise sanitaire qui a terriblement pesé sur les jeunes et qui a aussi exigé de la part des équipes du PIC dans la phase d'exécution et ceux qui m'ont succédé de faire quelques réorientations absolument utiles. Mhm. Alors, tu parles des jeunes, mais il y a aussi, moi je me pose une question peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on forme aujourd'hui les seniors? Parce que effectivement, on s'est concentré sur ces jeunes, peu ou pas qualifiés, mais est-ce que les seniors, c'est pas aussi une question aujourd'hui? Alors, dans les 2 millions, il y a des jeunes, mais il y avait aussi des personnes pas ou peu qualifiées. Là, il n'y D'accord. avait pas la question des âges. Par contre, c'est une très bonne question de se dire, est-ce qu'il fallait un ciblage ou n'en fallait-il pas? En 2017, c'est le premier plan d'investissement dans les compétences qu'on va opérer. Et donc, quelque part, on pense à ce moment-là, de façon certaine, et Jean Pisani-Ferry a été à la manœuvre du programme précédent, donc met un peu cette feuille de route Mhm. aussi dans le cadre général, qu'il y a urgence à rattraper une part de la population pour qu'elle ne s'éloigne pas trop, celle qui resterait au bord de la route. On entend souvent cette phrase, mais en fait, c'est une façon de les ramener dans l'entreprise au plus vite pour éviter justement d'accélérer cet éloignement au Mhm. monde du travail. Ou en tout cas de le renforcer. Donc, à partir du moment où
Aujourd'hui, on a fait un effort massif en la matière. Il est peut-être effectivement venu le temps de commencer à rattraper aussi un plus grand nombre de personnes, quels que soient les âges. Eh oui. Et la question de la seniorité se pose aujourd'hui avec la même ampleur. Et on voit bien que d'ailleurs dans la séquence politique qui s'ouvre sur la question de la retraite, notamment avec les âges qui viennent d'être posés, c'est bien, on commence à avoir de nouveaux Ouais. métriques. Les métriques évoluent un peu d'une semaine à l'autre, mais il y a des métriques. Et à partir de là, évidemment, tout le monde fait bien vite le calcul de se dire, ah oui, mais à partir de 45 ans, je suis senior. À Eh oui. partir de 50, le monde du travail ne m'a pas attendu. Et au-delà, je risque de faire partie des plans de mesure d'âge dans mon entreprise. And, et quid et donc voilà, donc la question de fond, on se la pose tous à partir d'un certain âge. Donc il y a beaucoup de choses à faire désormais sur la question qui doit dépasser le seul sujet des jeunes. C'est un sujet important. Les jeunes ont été pris dans le cadre Un jeune, une solution. C'est un financement sous la houlette du ministère du Travail à travers le PIC. Donc ça a pris d'autres noms, d'autres formes. Les dispositifs ont largement évolué. Il est absolument déterminant aujourd'hui de faire un senior, une solution. Tu as récemment déclaré, je te cite, le capital humain qui fait la richesse d'une organisation est sous-doté dans l'entreprise. Comment les entreprises, concrètement, peuvent y remédier? En n'allant pas, il y a la question de l'obligation de financement de laquelle on est sorti pour aller vers de l'obligation contractuelle entre guillemets, en espérant que les entreprises iraient spontanément. Je pense qu'en construisant la loi 2018, on a simplifié un certain nombre de choses pour l'individu, mais on n'a pas simplifié la vie des entreprises. Ça, c'est la première chose. J'ai écrit un second rapport à la sortie du Haut-Commissariat autour des sujets de la Commission européenne, allant sur justement l'embarcation des instruments financiers. Et à ce moment-là, j'écrivais déjà que le plan de développement des compétences était le parent pauvre, le grand oublié de la réforme de la loi 2018, et qu'on pouvait se réjouir d'un certain nombre de choses. Il était absolument déterminant d'être lucide sur ce qu'on a réussi à faire, mais en même temps, ce qu'on n'a pas fait. Et ce qu'on n'a pas fait, ou mal fait, de mon point de vue, c'est qu'on n'a pas réussi à ce moment-là à bâtir les deux en même temps, parce que c'était trop compliqué, parce qu'il y avait aussi des résistances importantes, donc on pouvait le faire que par étage, et c'est très bien, on a fait l'étage PIC, apprentissage et CPF. Il est venu le temps de s'intéresser en tout cas à l'arrimage des entreprises, en rendant les dispositifs congruents avec le CPF et l'apprentissage. Sur l'apprentissage, aujourd'hui, il y a des subventions qui font évidemment que ça a beaucoup accéléré. On voit bien que le doublement du nombre d'apprentis est une réelle réussite. Il faudra observer comment les entreprises se comportent au fur et à mesure que les dotations reculent. Mais je pense que le sujet fondamental, il est sur le plan de développement des compétences et donc sur la question d'une anticipation partagée, voulue, choisie en matière d'investissement dans le capital humain. Avec d'abord l'installation de ce sujet dans le dialogue de l'entreprise, le dialogue social, avec la construction d'engagements financiers, donc c'est-à-dire comment on déporte la logique d'investissement dans l'esprit des employeurs et des partenaires, on va dire des représentants du personnel, autrement les partenaires sociaux dans l'entreprise. Et ça, ce sujet, il est aujourd'hui insuffisamment pris à bras-le-corps. J'ai cité quelques chiffres assez récemment en expliquant que un des premiers éléments qui le démontrent, c'est que le nombre d'accords en termes de plan de développement des compétences est 7 fois inférieur à celui d'accords sur l'égalité homme-femme. J'aime beaucoup le sujet de l'égalité homme-femme. Je ne vais pas vous dire que je n'apprécie pas ce sujet, mais on voit bien qu'on a un problème. Les entreprises se transforment à toute blinde. Il y a une crise sanitaire qui a changé complètement le mode d'organisation de l'entreprise et même la perception du travail. Vous avez une épée Damoclès autour de la transformation environnementale qui, elle, va se faire en moins d'une décennie, alors que tout va changer dans ce cadre-là. Vous voyez bien que se former, être préparé à tout ça, être doté en compétences, c'est pas un petit sujet, c'est un sujet essentiel pour nous tous, et à commencer par celui de l'entreprise. Donc, d'une certaine façon, il me semble déterminant de trouver les voies d'un accord dans l'entreprise pour que ça devienne un cadre de travail anticipé. Je pense qu'il faut sortir des vieilles lunes de GPEC telles qu'elles sont construites historiquement pour aller sur des modèles bien plus simplifiés. Le plan de développement des compétences, pour moi, doit être
intégrer à une GPEC, renouveler, repenser, simplifier et positionner sur des questions de cartographie des compétences beaucoup plus agiles que ce qu'on retrouve dans des cadres de GPEC où, vous savez, les gens du conseil peuvent y passer des années pour vous bâtir une GPEC complexe avec des cartographies à ne plus en finir. Je pense que c'est des outils qui doivent être simplifiés. Et donc, pour s'en emparer, il faut que les employeurs, les DRH, s'en emparent avec beaucoup plus d'acuité. C'est absolument déterminant de mon point de vue. En France, on a toujours donné plus de moyens à la flexibilité de l'emploi plutôt qu'à la sécurité, à l'accompagnement des salariés. Comment inverser cette tendance aujourd'hui? Donc, vous en avez répondu un peu en partie, mais comment on peut inverser la tendance aujourd'hui sur flexibilité, sécurité? D'abord, il faut le vouloir. Il faut qu'une politique publique le veuille. En matière de flexibilité, on a fait des choix. En matière de flex-sécurité, on a fait des non-choix. Pierre Ferracci, qui est le président du groupe Alpha, a souvent tendance à dire que la France n'a pas tout à fait choisi son modèle. Les Rhénans ou les pays scandinaves l'ont fait. Nous, on est toujours un peu entre deux eaux. Et c'est pas totalement faux parce que... C'est très français. C'est très français. C'est très latin, je dirais. Oui. Et c'est très latin. Et vous avez donc... on a équipé les entreprises en matière de flex à plus savoir qu'en faire, c'est vrai, les RCI, les ruptures conventionnelles individuelles, collectives, tous les dispositifs qui permettent de changer de statut. Et on voit bien que le statut CDI a plutôt reculé face à l'émergence de plein d'autres statuts, sous-traitance y compris. Bon, tout ça fait légion dans l'entreprise. On voit bien ici ou là d'ailleurs que, à force de trop jouer, il y a quand même quelques requalifications. Je pense à quelques entreprises qui viennent de se faire rattraper par la patrouille. Bon, et de l'autre, en matière de sécurité, je pense qu'on a été bien plus timide. Alors évidemment, pour se donner bonne conscience, on met des investissements massifs, mais ça suffit pas. Il faut intégrer l'accompagnement de façon permanente. L'accompagnement, c'est l'accompagnement des personnes, l'accompagnement des organisations pour qu'elles passent déjà le cap de leur transformation. Pour les individus, c'est pour qu'ils arriment à tous les dispositifs proposés, qu'ils les voient, qu'ils les comprennent et qu'ils y aillent. Donc ça, c'est réussir en tout cas à passer le cap. Deux, en matière de sécurité, vous savez, c'est toujours une question d'équilibre et de volonté. L'équilibre, il faut faire juste l'équilibre avec le flex. Je pense que le flex a été surdoté, la sécurité est sous-dotée, donc je pense qu'il faudrait retenir un petit équilibre cohérent. Et de deux, je pense que quand je dis il faut qu'il y ait une politique publique le veuille, oui, il faut un peu de courage en la matière. Et en l'espèce, je ne suis pas tout à fait sûre que, pour l'instant, je n'ai pas vu dans un programme de façon claire le fait de revouloir de la sécurité posée comme telle. Bon, les compétences ont fait partie d'un des schémas. Moi, je pense que sur la question des quelques filets de sécurité pour les salariés, il en faudra un peu plus. Après, est-ce que c'est réellement ce qu'attendent les salariés, la nouvelle génération? Je pense que oui. Je pense que les salariés attendent d'abord des organisations du travail très équilibrées, où effectivement ils ont quelques garanties à la sortie. Et plus l'entreprise est petite, moins elles en ont. Donc quand je parle de filet de sécurité, pour moi, elle se situe plutôt là. Ils veulent s'assurer tout de même de pouvoir avoir des droits assurantiels qui soient là aussi sécurisés. Bon, on ne peut pas tout avoir, mais l'enjeu, c'est d'avoir quelque chose qui soit équilibré et qui soit mieux doté en matière d'accompagnement. Je pense que c'est sur la question de l'accompagnement que le sujet se joue principalement. D'accord. Quel serait le meilleur conseil aujourd'hui que tu pourrais donner à une entreprise qui souffre du manque de main-d'œuvre? Tout essayer en matière de recrutement. Je pense que les grandes entreprises ont su jouer la question de la marque employeur il y a très longtemps. Et donc, finalement, ont organisé leur système de recrutement, d'attractivité, d'image, parce qu'elles l'ont joué sous l'angle de la marque employeur, du marketing. Voilà. Et ça a bien marché. Je pense que le sujet du recrutement,
les grandes entreprises en souffrent un peu, mais le sujet n'est pas là. Le sujet, il est dans les TPE, il est dans les PME, il est dans les territoires, il est sur des tailles d'organisations qui sont petites, ou si quelqu'un manque, c'est toute l'usine qui risque de s'arrêter avec 15 salariés. Vous voyez, donc chaque personne compte. Et donc là, de ce point de vue-là, il faut que les employeurs réussissent à changer de mindset, c'est-à-dire de façon de recruter. Hier, elle passait une petite annonce, elles appelaient exclusivement la PEC ou Pôle emploi. Eh bien, je pense qu'elles doivent diversifier leur action. Et pour ça, il y a des moyens, il y a des schémas pas ou peu coûteux. Et ça passe notamment par l'approche par les réseaux sociaux. Moi, je crois beaucoup à cette dynamique parce que les jeunes, ça fait bien longtemps. Moi, je suis déjà dans la gamme des seniors vu mon âge. Donc, je continue à regarder le journal. Mais je vois bien que la génération plus jeune, moi, je le vois ne serait-ce qu'avec mes fils. Oui. Ça fait longtemps que les Snapchat, les Instagram sont leur vie. Ils ont suivi toute la campagne présidentielle par ce biais-là, d'ailleurs. Donc, on voit bien que le mindset est plus du tout le même pour cette génération que pour le nôtre. Et donc, tout essayer, c'est continuer à utiliser un peu les vieux canaux et s'autoriser à utiliser les nouveaux canaux. Et c'est ce mix-là, c'est ce blended de recrutement qu'il faut pour réussir à trouver les compétences. Et puis enfin, il faut s'autoriser à recruter les gens sans s'accrocher inlassablement, je pense, au diplôme. Je pense que faire le bon match, si vous voulez, avec un recrutement, c'est de s'assurer effectivement d'abord que les soft skills sont là et que l'apprentissage, ça se fera aussi parfois sur le talent. Sur le terrain, Il y a évidemment des formations, c'est bien facile à dire, parce que parfois il y a des métiers évidemment qui exigent des compétences techniques excessivement pointues et on ne peut pas faire autrement. Mais je pense que là, il faut soulager en tout cas les contraintes qu'on a en s'autorisant à renvoyer sur des schémas de formation ou des formations en apprentissage au travail dans l'entreprise, quand bien même on remettra 2 à 3 mois. Parce que les 2 à 3 mois que vous perdez à chercher quelqu'un, vous les gagnez à intégrer quelqu'un et à le mettre sur des formats de binôme quand vous pouvez le faire. Donc vous voyez, tout s'autoriser, c'est finalement casser ses propres codes et se dire, je suis obligée de me réinventer en matière de recrutement. Donc l'idée, c'est recruter, pour qu'on comprenne bien, c'est recruter des personnes qui ont un socle de compétences, on parlait des soft skills, et qui ensuite seront formées sur le terrain par les équipes en interne. On n'a pas le choix que de mixer par ce volet. Hier, on le faisait moins. Aujourd'hui, il faudra le faire plus. Voilà. J'essaie de le dire avec des mots simples. Oui. On me dit souvent... C'est ce qu'on appelle le reskilling, c'est ça ? C'est du reskilling en situation de travail. C'est quelque part recruter sur les soft skills, s'assurer en tout cas que toutes les compétences qui sont en lien avec vos caractéristiques personnelles, que sont le savoir-être, le savoir-faire, le lire, le écrire, le sourire, se comporter en collectif de travail, sont des choses déjà acquises et qui vont être des accélérateurs au regard de ce que va être la formation technique. Il y a beaucoup de métiers qui n'exigent pas des compétences spécifiques apprises pendant 3 ans sur les bancs de l'école. Voilà, donc vous pouvez repartir effectivement un expert comptable, un comptable par exemple, aisément aller travailler dans le monde de la banque et vice versa. Vous voyez, donc il y a aussi des mondes parallèles où on peut mixer beaucoup plus facilement. Les anglo-saxons sont bien plus forts que nous d'ailleurs en la matière, on le reconnaît tous. Et donc perdre un métier ou un emploi aujourd'hui n'est pas un problème dès lors que vous savez que vous allez en retrouver un le lendemain. Nous, on est beaucoup plus frileux. Je pense qu'il faut sortir de ces mécanismes. Et puis enfin, quand on forme, on a toujours peur de former pour les autres. Vous voyez, on a un petit côté égoïste. Ah oui. Où on se dit, mon Dieu, je suis employeur, je n'ai quand même pas formé pour que cette personne me quitte. Dites-vous que quand vous héritez de gens formés, c'est qu'ils ont quitté quelqu'un d'autre et qu'ils vous ont rejoint. Alors Estelle, dernière question. Si tu devais te reconvertir demain, as-tu une petite idée de ce vers quoi tu irais ? Si je me reconvertissais demain, je me suis reconvertie plein de fois, moi, dans ma vie, dans le social. Je pense que c'est une question difficile. J'ai envie de faire tellement de métiers, si vous saviez. J'aimerais apprendre à cuisiner. C'est là où j'ai le moins de temps. Donc, je deviendrai grand chef, cuisinier d'une...
vous vous intoxiqueriez probablement assez vite à ma table. Mais j'ai essayé de faire du pain d'ailleurs hier qui n'a jamais monté. Mais je crois que je deviendrai cuisinière. D'accord, ok. Merci Estelle. Merci beaucoup. C'était La Tête de l'Emploi avec au micro Estelle Sauvard. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur Hippolyte RH. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager. À très vite.